Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette quatrième vidéo consacrée à l'étude de l'endocrinologie. Dans la vidéo précédente, nous avons présenté quelques hormones. Nous avons parlé des caractéristiques générales de ces hormones, de leur rôle et de leur régulation. Dans cette vidéo, on va parler de l'ACTH. C'est une autre hormone qui est libérée par l'antéhypophyse, c'est ce qu'on appelle l'adrénocorticotropine hormone ou bien hormone corticotrope. C'est un polypeptide qui est sécrété par les cellules basophiles de l'antéhypophyse de 39 acides aminés et de poids moléculaire 4500 daltons. Les 24 premiers acides aminés ne varient jamais et constituent la fraction active de l'ACTH. Les autres varient selon les espèces. Alors, c'est une hormone à cycle circadien, c'est-à-dire qu'elle présente des changements pendant 24 heures. Bien sûr, comme vous le savez, nous avons une horloge biologique interne qui impose un cycle de 24 heures à notre organisme. Donc, et la sécrétion de cette hormone-là, elle est pulsatile, c'est-à-dire avec des pulses, avec des jets. La concentration plasmatique de l'ACTH est en moyenne de 20 à 50 picogrammes par millilitre et sa demi-vie est d'environ 15 minutes. Quelle est la fonction de cette hormone-là? C'est une hormone qui est très largement impliquée dans la stimulation de la glande surrénale et dans la sécrétion corticale des glucocorticoïdes. Elle n'a pas d'action importante sur les cellules de la zone glomérulaire qui va sécréter l'aldostérone. Alors là, je vais ouvrir une petite parenthèse, on va voir ça après. Donc nous savons que la glande surrénale, elle est composée de plusieurs zones. Zone glomérulaire, zone fasciculée, zone réticulée et la médullosurrénale. L'hormone corticostimuline, elle a une action très importante sur la zone fasciculée, c'est-à-dire la zone qui va libérer les glucocorticoïdes qui sont en général du cortisol. Une hypophysectomie, c'est-à-dire une destruction de l'hypophyse, va diminuer les sécrétions des hormones glucocorticoïdes à 90%. Donc, ce qui prouve bien que l'ACTH agit surtout sur la sécrétion du cortisol ou bien en général des glucocorticoïdes. Une hypersécrétion d'ACTH, elle provoque un syndrome de Cushing. C'est une maladie qui dépend de une quantité très importante du cortisol. C'est ce qu'on appelle un hypercortisolisme, c'est-à-dire une augmentation de l'ACTH. L'ACTH à son tour va stimuler la sécrétion d'une grande quantité du cortisol. Donc, quels sont les symptômes de cette maladie? Le trait le plus caractéristique, comme vous voyez dans cette photo-là, l'obésité du haut du corps et du visage de la personne atteinte. C'est ce qu'on appelle l'obésité facio-tronculaire. Et il y a des vergetures. Vergetures, ce sont des fissures, c'est ce que vous voyez là, qui sont pourpres, c'est-à-dire d'une couleur violacée, rose, etc. Et d'une fragilité cutanée. La peau devient très fragile, ce qui provoque ces vergetures-là. Au contraire, un hypo, donc hyper c'est un excès, hypo c'est un déficit. Un hypocortisolisme entraîne cette fois la maladie que l'on appelle d'Addison. Donc c'est une atteinte infectieuse des glandes surrénales. Elle se traduit par une insuffisance rénale, c'est-à-dire que la glande rénale ne réalise plus sa fonction normale. Comment est régulée cette hormone? Bien sûr, elle est régulée par l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc l'hypothalamus, ça vous devez savoir maintenant que l'hypothalamus, il va libérer des libérines. Donc il va libérer une corticolibérine
qui va stimuler l'antéhypophyse, qui va libérer la CTH, agit sur la glande surrénale, qui va permettre la formation des glucocorticoïdes et le cortisol, bien sûr, il a une action sur l'homéostasie. Je parle ici dans le cas d'un individu de bonne santé. Donc, le cortisol, il a une grande variété d'actions sur l'organisme. Également, la vasopressine, qui est synthétisée par l'hypothalamus et stockée dans la post-hypophyse, elle a un effet potentialisateur sur cette corticolibérine, c'est-à-dire elle augmente, potentialise, c'est-à-dire elle augmente la sécrétion de cette corticolibérine. Et bien sûr, dans un cas normal, si on a une augmentation du cortisol par un phénomène de feedback négatif, il va y avoir inhibition de tout cet axe pour revenir, pour que le cortisol ou bien la concentration plasmatique du cortisol revient à sa valeur normale. Alors, nous avons dit que cette hormone agit sur les glandes surrénales. Donc, un petit rappel sur les glandes surrénales. Comme vous voyez dans ce schéma-là, la glande surrénale, ce sont des glandes qui se trouvent dans la partie ou bien dans le pôle supérieur du rein. Et cette glande, elle est constituée par deux parties. Il y a la cortico-surrénale qui est vers l'extérieur et la médullo-surrénale qui est à l'intérieur. Donc, et c'est ces glandes-là qui vont libérer les hormones telles que le cortisol, l'aldostérone, les androgènes. La médullosurrénale, elle va sécréter l'adrénaline, la noradrénaline. Donc, on va parler de tout ça en détail. Donc, voilà un schéma qui vous montre. Donc, ça, c'est une coupe transversale d'une glande surrénale. Vous voyez bien la partie médulaire qui est médullosurrénale et la partie corticale qui est le cortex. Donc, là, vous avez trois zones et la zone médulaire. Donc, nous avons ce schéma-là. Le schéma, c'est à peu près la même chose. Donc, nous avons le cortex surrénal qui est constitué par trois zones. Zone glomérulée, c'est elle qui va synthétiser et libérer les minéralocorticoïdes. Parmi les minéralocorticoïdes, c'est l'aldostérone. Donc, cette aldostérone, elle contrôle la pression artérielle, elle contrôle le volume de liquide extracellulaire. Elle maintient l'équilibre sodium-potassium de l'organisme. Donc, tout ça, on va le voir dans d'autres diapositives. Il y a la zone fasciculée, c'est la zone qui va libérer les corticoïdes, ou bien les glucocorticoïdes, dont le plus frappant, le plus marquant, c'est le cortisol. Il a un rôle surtout dans la réponse au stress. Et il y a la zone réticulée qui sécrète également des hormones sexuelles. On sait très bien que les hormones sexuelles sont libérées par les glandes sexuelles, c'est-à-dire par le testicule et par les ovaires. Mais même la glande surrénale, elle sécrète une petite quantité de ces hormones sexuelles. Ce sont des hormones stéroïdes. Et ensuite, nous avons la médullosurrénale qui va libérer des hormones qui sont la noradrénaline et l'adrénaline, qui sont des catécholamines. Si vous vous rappelez un petit peu de ce que nous avons vu la dernière fois, ce sont des catécholamines qui ont un précurseur qui est la tyrosine. Alors, le cortex, on va commencer. Nous avons dit que la glande surrénale est divisée en deux parties, le cortex surrénal et la glande médullosurrénale. Alors, le cortex surrénal, trois zones. Zone glomérulée, zone fasciculée et la zone réticulée. Nous commençons par la zone glomérulée qui va libérer l'aldostérone. L'aldostérone, donc, c'est une hormone qui contrôle les échanges entre le sodium et le potassium. Elle provoque une rétention sodique et mobilisation du potassium. Donc, elle est hypernatrémie, ça veut dire qu'elle augmente la concentration du sodium dans le sang, hypernatrémie, et hypokaliémie. Hypo, ça veut dire faible, c'est-à-dire elle diminue la concentration du potassium dans le sang. Donc, l'hypersécrétion d'aldostérone,
elle entraîne une hypokaliémie, c'est-à-dire une diminution du potassium dans le sang et une surcharge hydrosodée, c'est-à-dire c'est elle qui provoque un œdème et une hypertension artérielle. Donc je dis bien une hypersécrétion. Donc l'hypophysectomie, c'est-à-dire lorsqu'on fait une destruction de l'hypophyse, on a une atrophie du cortex surrénalien, c'est-à-dire atrophie, ça veut dire dégénérescence. Il diminue morphologiquement et fonctionnellement, à l'exception de la zone glomérulaire qui échappe à la régulation hypophysaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la régulation de la sécrétion de l'aldostérone, elle ne dépend pas de l'axe hypothalamo-hypophysaire. C'est-à-dire, elle dépend, ou bien elle est contrôlée classiquement par voie systémique générale, c'est-à-dire la voie générale qui va nous amener à la circulation sanguine et qui va stimuler les récepteurs jusqu'à la sécrétion de cette hormone, mais par l'intermédiaire de l'angiotensine 2. Donc je répète, c'est très important, la régulation de la sécrétion de l'aldostérone est contrôlée par voie systémique générale par l'intermédiaire de l'angiotensine 2. Donc on va voir qu'est-ce que l'angiotensine 2, comment ça se passe. Donc voilà le système rénine-angiotensine-aldostérone. Donc nous avons dit que l'aldostérone joue un rôle très important dans la régulation de la pression artérielle. Alors, lors d'une chute de pression, un individu qui a une chute de pression artérielle, donc je parle dans un cas normal, mais dans un cas de pathologie, bien sûr, il y a tout un phénomène qui se réalise. Donc, lors d'une chute de pression artérielle, comment l'organisme il va réguler ceci de telle sorte que de ramener la pression artérielle à sa valeur normale. Donc cette chute de pression va stimuler une rénine. Une rénine, c'est une protéine qui est libérée par le rein et c'est elle qui va permettre la transformation de l'angiotensinogène à l'angiotensine 1. Cette angiotensinogène, c'est une protéine qui est libérée par le foie. Donc le foie, il va libérer une protéine qui est l'angiotensinogène. Et sous l'action de la rénine, cette protéine, elle va se transformer en angiotensine 1. Cette angiotensine 1, sous l'action d'une enzyme appelée enzyme de conversion de l'angiotensine, donc ECA, qui est libérée par les poumons, elle va permettre la transformation de l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Donc cette angiotensine 2, elle a un effet sur le système nerveux, c'est-à-dire elle va activer le système nerveux sympathique. Donc s'il y a stimulation du système nerveux sympathique, automatiquement on a une augmentation de la pression artérielle. Au niveau des vaisseaux, elle provoque une vasoconstriction. Une vasoconstriction, ça veut dire que les parois des vaisseaux, ils vont se serrer. Donc ce qui augmente la pression artérielle. Elle a une action également sur la sécrétion de la vasopressine. Donc l'hypothalamus, il va sécréter également la vasopressine qui va être libérée par la posthypophyse. Et ce qui est très important, c'est elle qui va déclencher la libération, la synthèse et la libération de l'aldostérone. Donc cette hormone-là, ce qui va se traduire par la réabsorption du sodium et du chlore, l'excrétion du potassium, libération et une rétention d'eau, ce qui va corriger cette chute de pression qui était au départ. C'est-à-dire il va y avoir rétention hydrosodée, augmentation de la volémie. Donc nous avons dit que la volémie, c'est le volume du sang du corps, et il va y avoir augmentation de la pression artérielle, c'est-à-dire retour donc, à la valeur normale, physiologique de la pression artérielle. Donc voilà le système rénine, angiotensine, aldostérone, bien sûr dans le cas normal. Alors la maladie de Cohn, c'est une maladie qui est provoquée lorsque l'aldostérone
est en excès, c'est-à-dire lorsque l'organisme ne peut pas réguler son homéostasie, bien sûr, c'est dans le cas d'une pathologie. Lorsqu'on a un excès de l'aldostérone, c'est une maladie de Kohn. On l'appelle la maladie de Kohn, c'est un hyperaldostéronisme primaire. Donc cette maladie-là, elle est causée soit par un adénome au niveau de l'hypothalamus, de l'hypothalamus, c'est-à-dire une tumeur qui existe au niveau de l'hypophyse ou bien l'hypothalamus, donc là, il y aura plus de sécrétion d'ACTH, etc. Il y a un dérèglement, ou bien une hyperplasie surrénale bilatérale, c'est-à-dire les glandes surrénales, ils vont se déformer. Donc morphologiquement, bien la fonction ne sera plus réalisée. Donc ce qui va provoquer une perturbation du métabolisme de l'eau et des sels. Donc ceci cliniquement, c'est-à-dire comment on voit ça cliniquement. Il y aura une parésie musculaire. Une parésie, c'est-à-dire une faiblesse du muscle qui est due à une baisse de la concentration du potassium cellulaire. Donc il n'y a plus de potassium, donc le muscle il devient très faible. Il y aura également, l'individu aura toujours une hypertension artérielle permanente et elle aura une hyper-excitabilité musculaire, c'est-à-dire des crises de tétanie. Le muscle qui se contracte n'importe comment, il y a des crampes et une asthénie. L'asthénie, c'est une fatigue. Donc biologiquement, il s'agit d'une fuite potassique dans les urines, ce qui est dû à qui provoque une hypokaliémie, c'est-à-dire une diminution du potassium dans le sang. Il diminue, donc la concentration normale sera très faible. Et il y aura une alcalose, c'est-à-dire un dérèglement dans le système, dans l'équilibre acido-basique, ce qui provoque une augmentation du pH sanguin. Et il y aura des fuites urinaires d'ion H+, c'est-à-dire lorsqu'on a un pH très élevé, supérieur à 7, bien sûr, ce sont des fuites urinaires d'ion H+. Donc cette maladie de Kohn qui est due à un excès de l'aldostérone, elle provoque des perturbations très graves du métabolisme hydrominéral. Alors deuxième type d'hormones qui sont libérées par la glande surrénale, ce sont les glucocorticoïdes qui sont libérés par la zone fasciculée. Ces glucocorticoïdes, ils ont des récepteurs qui sont présents dans toutes les cellules. Ils agissent, comme je vous ai dit, ils sont doués d'une grande variété d'actions. Ils agissent sur le métabolisme glucidique, c'est-à-dire qu'ils favorisent la néoglucogénèse. La néoglucogénèse, c'est-à-dire formation nouvelle des molécules de glucose. Mais cette fois, à partir des acides aminés, non à partir des molécules glucidiques. C'est à partir des acides aminés qui sont issus du catabolisme protidique qu'il y a une formation de la néoglucogénèse, c'est-à-dire de nouvelles molécules de glucose. Ces glucocorticoïdes diminuent l'utilisation périphérique du glucose, ce qui provoque bien sûr, si le glucose n'est pas utilisé par les cellules, ça va provoquer une hyperglycémie, c'est-à-dire une augmentation de la concentration du glucose dans le sang. Donc ces deux actions, ils s'opposent à l'action de l'insuline. L'insuline qui fait diminuer la glycémie, c'est le glucocorticoïde, les glucocorticoïdes ou le cortisol, il fait augmenter la glycémie. Donc ces glucocorticoïdes, ils agissent également sur le métabolisme protéique. Donc ils ont un rôle catabolique, ils stimulent la protéolyse. La protéolyse, c'est la lyse des protéines qui vont se dégrader et donner des acides aminés, libération des acides aminés. Ils ont également ils agissent également sur les dérivés mésodermiques, par exemple le tissu conjonctif et les cellules sanguines. Alors les glucocorticoïdes,
comment ces molécules-là, ils provoquent l'éosinopénie. Ça veut dire une diminution des cellules sanguines l'éosinophiles. Ce sont des, comme vous savez, que le sang, il est constitué par des globules rouges, par des globules blancs et des globules et des plaquettes. Ces globules blancs, ou bien leucocytes, ils sont constitués par des globules polynucléaires, les éosinophiles, polynucléaires basophiles, polynucléaires neutrophiles. Alors, polynucléaires éosinophiles, ces glucocorticoïdes, ils vont diminuer leur concentration. Et également lymphopénie, c'est-à-dire diminution des lymphocytes. Donc, nous avons les lymphocytes et les monocytes qui font partie des polynucléaires ou bien des globules blancs. Une diminution des lymphocytes. Alors, on dit que ce sont des immunodépresseurs, c'est-à-dire qu'ils diminuent l'immunité de l'organisme. Et ceci, bien sûr, dans le but, par exemple, de favoriser le maintien d'une greffe. Si on fait une greffe, une transplantation d'un organe, par exemple le rein, ces glucocorticoïdes, ils vont diminuer l'immunité. Pourquoi? Pour que cette greffe-là ne soit pas rejetée. Parce que tout corps étranger à l'organisme, ces cellules-là qui sont impliquées dans l'immunité, ils vont synthétiser des anticorps qui vont rejeter, parce que tout corps étranger sera rejeté. Mais ces glucocorticoïdes dans ce phénomène-là, ils vont être des immunodépresseurs. Ils vont inhiber l'immunité de l'organisme de telle sorte de garder, par exemple, certains grains. Donc, ils ont également une action inhibitrice sur l'activité du tissu collagène. Et ceci dans le but d'être anti-inflammatoire, c'est-à-dire dans certains rhumatismes, surtout dans la polyarthrite rhumatoïde. Donc, la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie qui est due à une dégradation du collagène, qui est le constituant du cartilage de l'os. Donc, dans cette maladie-là, on a les glucocorticoïdes, ils vont être éliminer, si vous voulez, l'immunité du collagène, diminuer l'activité du tissu collagène. Donc, d'une façon très générale, les glucocorticoïdes, ils exercent une action inhibitrice sur la quasi-totalité des médiateurs de l'inflammation. C'est-à-dire toute molécule qui va provoquer une inflammation, les glucocorticoïdes, ils ont une action, ils l'inhibent. Donc, ils ont une action en général anti-inflammatoire en inhibant les médiateurs de l'inflammation. Les hormones sexocorticoïdes, c'est-à-dire ce sont des hormones stéroïdes qui sont libérées par la zone réticulée. Alors cette zone réticulée, elle synthétise ou libère certaines hormones. Les hormones androgènes sont produites, mais d'une façon modérée, c'est-à-dire très moyenne, compte tenu de leur taux de sécrétion. Donc une petite quantité est sécrétée par cette zone-là, des androgènes qui sont des hormones sexuelles mâles. Et ces hormones-là, elles ont un effet virilisant, c'est-à-dire chez la femme, elles provoquent masculinisant. Donc, lorsqu'on a les androgènes de cette zone-là, ils peuvent provoquer une virilisation et stimulent l'anabolisme protidique. Le cortex surrénalien, c'est-à-dire la zone réticulée, elle sécrète aussi de faibles quantités d'œstrogènes qui sont des hormones sexuelles femelles.